Bon, alors les livres, quoi, c'est du mois, ça, hein, c'est ça? Ouais, c'est le livre du C'est ce qui mois. est sorti ce mois-ci. Ouais. C'est pas joli les couleurs là. Ah. Hop. D'abord, est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Hop. À lire d'une main parce que de l'autre, on se ronge les ongles. Hop. Salut et bienvenue pour cette lecture du mois de mai 2020. Donc comme d'habitude, je vais parler d'une bande dessinée, d'un manga et d'un comics. Et pour commencer, donc je vais parler d'une bande dessinée de David B, sortie en 2001 chez Dupuis de la collection Air Libre. David B, vous connaissez peut-être via son bouquin le plus connu, je pense que c'est son plus connu, L'Ascension du Haut Mal, qui est vraiment une œuvre assez incroyable. Et j'aimerais bien l'aborder un jour, mais c'est tellement un gros morceau que j'aimerais faire ça vraiment proprement, à mon avis, avec une vidéo, pas de lecture du mois, mais une vidéo beaucoup plus travaillée et écrite. Mais de manière générale, David B, c'est comme un auteur à part, vraiment un grand maître de la bande dessinée, je pense qu'on peut dire ça. Et j'aime tout particulièrement ce bouquin, La lecture des ruines, qui est vraiment particulier, parce qu'il y a tout un discours sur la symbolique, sur l'image, sur comment la fiction se mélange à la réalité, c'est des thèmes qui me parlent vraiment beaucoup. David B, en plus, qui a un dessin qui appelle au mysticisme, au symbolique, qui rappelle aussi... Après, je suis nul en histoire de l'art, mais je trouve que ça rappelle les dessins, certains dessins moyenâgeux, dans ce qui ça peut avoir parfois de figé et dans la représentation des mouvements, des compositions. Et pour résumer rapidement, en gros ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, et l'enjeu de l'histoire c'est un ingénieur qui s'appelle Elequin, qui est un personnage de génie, mais qui a sombré dans la folie pendant cette guerre. Et à ce moment du récit, il a disparu, mais comme il a beaucoup travaillé pour les forces armées, les Allemands, comme les Français, les Anglais et tout ça, le recherchent pour empêcher qu'il propage l'information, pour justement essayer de récupérer de l'information. Et la première anecdote qu'on raconte, c'est un dialogue entre un officier et le personnage principal, on va dire, qui est mandaté pour rechercher Elequin. Et l'officier parle un peu de ce qui semble être la dernière invention d'Elequin, avant qu'il ne sombre vraiment dans la folie. Et ça parle d'une théorie qu'a développé un savant allemand, qui serait que si l'humain est privé de rêve, de rêver, le fait de rêver la nuit, il sombre dans la folie parce que le rêve... est un moyen pour l'humain de digérer ses angoisses, on va dire ça comme ça. Et Elequin avait préparé un plan sur base de cette théorie qui est de bombarder les lignes ennemies pendant la nuit, toute la nuit, pour les empêcher de dormir jusqu'à ce que tout le corps allemand sombre dans la folie. Et tout l'enjeu du personnage d'Elequin est qu'il va rechercher ce qu'il appelle la lecture des ruines, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre quel est le langage de la guerre, en observant les corps mutilés, les bâtiments bombardés. Il va essayer de comprendre les lettres que forment tous ces paysages et ces humains modelés par la guerre. Et donc de là tirer un alphabet pour comprendre et lire le langage de la guerre et qu'est-ce que la guerre veut communiquer à travers elle. Et je vais vous lire un passage qui se trouve environ à la moitié du bouquin, à la page 40, qui est un dialogue d'Elequin, sur donc justement cette lecture des ruines. Regardez ce qu'a fait cette bombe par exemple. Elle a écrit. Elle a tracé une lettre sur cette façade, et cette lettre-là, je ne l'ai pas encore. Petit à petit, je dresse la liste de l'alphabet des ruines. Tout cela signifie quelque chose. Cela ne peut pas ne pas avoir de sens. La guerre nous parle. Il faut absolument que nous arrivions à nous comprendre. Il faut que nous arrivions à lire ce qu'écrivent ces obus et ces bombes depuis 3 ans. Vous vous rendez compte, nous pourrions communiquer avec l'esprit de la guerre. Et tout ce carnage livrera ses secrets. Donc c'est vraiment magnifique, c'est un ingénieur qui travaillait pour les forces armées, mais qui a sombré de la folie face justement à toute la folie de la guerre, l'horreur de la guerre, et qui veut à tout prix essayer d'en tirer du sens pour atténuer l'absurdité de celle-ci, quoi. Il en vient à essayer d'en faire de la guerre un personnage, comme à une époque où on pensait que le tonnerre, les orages, étaient l'expression d'une divinité. Parce que là, on n'avait pas encore les outils pour comprendre le phénomène des orages. Il fallait essayer de créer du sens de ça, quoi. Il fallait boucher les trous de notre compréhension de la réalité. Bah d'ailleurs, il y a ce terme, le dieu des trous, qui est le fait justement, exactement ça, d'essayer d'expliquer les choses par Dieu, quand on n'a pas encore accès à la compréhension de cette chose. Que l'hypothèse de Dieu est parfaite pour combler tous les trous de notre compréhension de la réalité. Et donc le personnage qui a été mandaté pour retrouver Elequin, Van Meer, ça va plaire à Jean-Michel Brassard avec qui je travaille, parce que Van Meer c'est un folkloriste, donc il étudie la culture humaine, les folklores humains. Donc que ce soit le folklore par exemple dans les bas-fonds entre guillemets, dans la culture des bandits, où ils vont aussi créer des petites divinités, des superstitions, et donc là, en ce temps-là, forcément, il s'est spécialisé dans le folklore de la guerre. Pendant le récit, on nous raconte différentes anecdotes de par exemple ce que font les soldats
qu'est-ce que sont les comportements de croyance des soldats pendant la guerre, le fait de frotter une pierre de foudre à sa baïonnette pour se porter chance, ou toutes des choses comme ça, vraiment très mystiques. Et toute cette BD est parcourue sans cesse de dialogues, d'anecdotes, de folklore, de culture humaine, qui racontent comment l'humain essaye de créer du sens à partir de la réalité en mettant une couche fictionnelle par-dessus. Par exemple, à un moment, il y a une meuf dans le récit qui dit on ne peut pas mourir comme ça, on est des aventuriers, on va forcément mourir de manière incroyable, quoi. On peut pas juste mourir en glissant sur une peau de banane, en gros. Et j'aime beaucoup ce truc-là, le fait de raconter que les humains cherchent sans cesse du sens dans tout, quitte à devoir le créer de toutes pièces. Et qu'une fiction forte va transformer notre vision de la réalité. Que de la réalité va émerger de la fiction, des histoires à se raconter, mais que ces histoires, si elles sont suffisamment prenantes, si elles sont suffisamment fortes en termes d'images, en termes de symboles, en termes de construction de récit, ces histoires, cette couche fictionnelle qui va se mettre sur la réalité va vraiment se mélanger à elle jusqu'à ne faire plus qu'une, quoi. Et que la fiction comme la réalité sont importantes pour l'humain dans notre manière d'évoluer, de comprendre le monde. Et c'est vrai que de l'horreur de la guerre a émergé aussi énormément d'imagerie, de protocoles, d'uniformes, de culture, d'histoires, de légendes. Et que c'est aussi ça le langage des ruines que raconte Ellequin. C'est aussi à l'heure actuelle, par exemple, toutes les statues de soldats qui sont des témoignages de l'époque des guerres. Ou aussi, j'ai pas réussi à la retrouver, mais ça m'a fait repenser au fait que, de mémoire, je sais plus, peut-être en France, on a laissé un village bombardé, tel quel, on l'a pas reconstruit, on a laissé les ruines telles quelles, pour que ce village laisse un témoignage de l'époque et qu'on n'oublie pas, quoi. Et que donc c'est un endroit qu'on peut aller visiter, et qui a un témoignage du passé, des bombardements et des horreurs de la guerre, et que donc on va pouvoir aller lire, comme dirait Ellequin, ces ruines, pour essayer de mieux comprendre la guerre, même si nous, on est dans des pays qui ne sont pas en guerre sur leur propre territoire. Ce genre de témoignage peut nous aider à entrevoir et essayer de comprendre un petit peu l'alphabet de la guerre. Et donc après, c'est toute cette échelle, ce rapport de force entre la fiction et la réalité. À quel point est-ce qu'on doit équilibrer l'un par rapport à l'autre? Et justement, Ellequin, on dit qu'il a sombré dans la folie, parce qu'il a laissé la fiction devenir aussi tangible que la réalité. D'ailleurs, à un moment, on entre dans son atelier, et on est entouré complètement de ses inventions, de ses machines, et on entre c'est comme si on entrait vraiment directement dans son cerveau. Et là, ça fait forcément écho au travail de l'auteur de bande dessinée. Lire une bande dessinée, c'est voyager dans l'imagination de la tête de l'auteur. Et l'auteur qui lui-même, même dans les moments où il va pas mettre d'éléments fantasmagoriques, est lui-même dans une fictionnalisation, une narration de la guerre. Et du coup, Ellequin, lui, il est tellement à fond dedans que quand il raconte un élément de fiction qu'il croit réel, il est complètement plongé dedans dans la case, on va complètement le faire mélanger à la fiction qu'il raconte, et il va complètement se couper du reste du monde pendant les moments où il est dans cette espèce de transe de l'imagination. Et qu'à un moment, par exemple, Ellequin, on le voit occupé de raconter un récit par rapport à la guerre, donc on superpose le visage d'Ellequin avec toute une bande de soldats qui se battent, mais une dizaine de pages avant environ, je sais plus exactement, on a une réelle scène de bagarre, cette fois une bagarre de rue, et la manière dont l'auteur va composer la fiction d'Ellequin et la réelle bagarre est hyper proche, avec aussi le fait de plonger tout l'endroit dans une ambiance rouge, et que nous, en tant que lecteurs, au même titre qu'Ellequin qui cherche à comprendre la lecture de ce carnage, nous on doit décrypter le dessin de David B, l'écriture de David B, pendant toute cette bande dessinée, pour essayer d'avoir accès à ce que l'auteur essaye de nous raconter. En plus, le récit est assez cryptique par plein d'aspects. David B fait quand même des bandes dessinées qui ont une grosse dimension poétique, et donc on est beaucoup aussi dans l'ordre de la sensation, du ressenti, par une écriture vraiment très belle, et aussi un dessin qui nous plonge encore une fois, dans du mysticisme, dans du symbolique. Et ce n'est pas possible d'avoir en tant que lecteur toutes les clés de compréhension de ce récit. C'est un récit par lequel on peut se laisser complètement emporter, comme pendant la lecture d'une poésie justement. Et pour faire écho à ma vidéo sur la définition de bande dessinée, j'aimais bien justement ce truc là, ce qu'on appelle l'image text. Le fait de de considérer le dessin comme étant aussi une forme d'écriture, quoi.
le fait qu'on doit, pour lire une phrase, on doit décrypter des signes qui sont des lettres qu'on associe entre elles pour qu'il en émerge une phrase et donc un sens. Le dessin, de la même manière, possède ses codes. Par exemple, un rond blanc avec un point au milieu, ben, ça va être une manière de représenter un œil. C'est aussi une sorte d'alphabet que l'on assemble en un tout cohérent pour en faire émerger des formes auxquelles on va donner un sens. Et que donc ce n'est pas complètement différent de lire un dessin ou de lire une phrase. On est aussi dans le fait de décrypter des informations pour en retirer du sens. Et justement, ce qu'on appelle l'image text, c'est le fait de faire péter la barrière entre les deux. Car il y a des moments où le dessin et le texte vont vraiment fusionner ensemble dans une bande dessinée, notamment avec les onomatopées, par exemple ici avec le bombardement boum boum boum, comme ils sont de sorte de bunker, où on va encore plus rendre graphique, on va encore plus dessiner les lettres et les mélanger au dessin, jusqu'à ce que les deux forment un tout presque indistinct. Et d'ailleurs dans ce passage où tous les personnages sont réunis dans ce bunker, on va voir Ellequin qui va à nouveau réémerger parce que le mec il disparaît, réapparaît tout le temps, tel une entité, tel un esprit. Et d'ailleurs, je trouve que Ellequin il ressemble à un Lovecraft mais chauve, niveau du dessin. Où on va d'abord nous montrer dans cette scène de bunker, le bunker plus ou moins détaillé dans le dessin, etc. Pour bien nous faire ressentir l'espace et l'endroit dans lequel se trouvent les personnages. Et puis les personnages vont être pris dans leur conversation, les cases, les plans vont se resserrer sur les personnages dans les cases, et les bombardements vont s'intensifier. Ce qui va nous plonger, en plus avec la couleur et tout, dans vraiment une ambiance oppressante. Et c'est aussi marrant avec ce truc de bombardement parce que la BD a le droit d'être assourdissante, sans que ça soit désagréable pour nos sens, quoi. Donc ça c'est toujours rigolo. Et puis Ellequin va débarquer dans ce bordel et les boum 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 vont quasiment tout le temps être placés derrière la tête d'Ellequin qui va quasiment tout le temps se situer au-dessus des autres personnages. Et en plus, parce qu'il est dans un état de panique, parce qu'il a compris ce que voulait dire la lecture des ruines. Et donc la compréhension de ça l'a mis en panique. Et donc le bom 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 bom, c'est vraiment la guerre qui lui parle, la guerre qui a envahi sa tête et son esprit. Et d'ailleurs le fait que Ellequin personnifie la guerre comme si c'était une entité vivante et consciente, dans ce bunker, tous les bombardements, les bruits des bombes, les boum boum boum, on dirait vraiment qu'ils sont à ce moment-là à l'intérieur du corps de la guerre, et que c'est le cœur de la guerre qui retentit de plus belle à ce moment-là, et qui est un bruit complètement oppressant, parce que la guerre est particulièrement vivace à ce moment-là, quoi. Donc vraiment le cœur de la guerre qui résonne de plus belle. Il y avait encore une fois Ellequin que quand il raconte ces éléments de fiction, il est vraiment complètement plongé dedans, et tout le décor arrière s'efface pour ne mettre que plus lui, superposé à l'élément de fiction qu'il raconte. Et qu'en plus, là, à un moment, il va se superposer à lui-même dans la fiction qu'il raconte, donc il va se raconter lui-même, il va lui-même devenir une entité presque fictionnelle à ce moment-là, parce qu'il vit une espèce de parcours mystique à la recherche du langage de la guerre, et donc forcément, ça fait de lui, de facto, un personnage de légende. Et pour terminer, il y a ce moment très beau en termes de transition, que je trouve vraiment magnifique. En gros, il y a une scène de bagarre depuis un Zeppelin. Donc ça se passe dans le ciel, et il y a un mec qui avait reçu un coup sur la tête qui est complètement ensanglanté. Et donc le sang coule de plus en plus sur lui comme une espèce de peinture de guerre de seconde peau, jusqu'à ce qu'il devienne vraiment rouge vif. Et après s'être bagarré, le mec finit par tomber dans le vide, et à ce moment-là, une transition se fait, on sait qu'il va tomber, on sait qu'il va mourir, il est trop haut dans le ciel. Et à ce moment-là, il y a une transition avec un petit saut dans le temps, sur la page juste en vis-à-vis, avec un moment où il y a une explosion, un bombardement. Et donc la transition se fait directement avec cet homme rouge qui tombe du ciel, et puis juste après, on nous raconte un moment de bombardement. Et donc cet homme rouge, qui avant était complètement bien civilisé, on va dire, il discutait avec les autres, il avait sa belle moustache et tout ça, mais au moment où après s'être fait défoncer la tête, et qu'il est complètement ensanglanté, il entre dans une espèce de rage où l'auteur ne va plus du tout le faire parler. Toutes les cases où il va être dans l'action, dans une espèce d'action furieuse, vont être muettes. Même ses coups de feu vont être muets, ne vont pas faire de bruit. On va être uniquement dans des représentations de fresques de ces moments-là. Il va juste avoir un rappel à la réalité avec une petite bulle point d'interrogation au moment où il va chuter. Au moment où il se rend compte qu'il va chuter, parce que là il se rend compte tout d'un coup, oh merde, je vais tomber. Et mais donc cet homme ensanglanté rouge qui devient une espèce de symbole d'une bombe occupée de tomber. Que donc comme si les bombes que l'on larguait sur les gens, les villes, étaient des espèces d'hommes rouges de colère à lancer sur les gens, quoi.
Et tout d'un coup, dans le récit, la bombe, le bombardement, si on a fait attention à ce passage, s'il nous a marqué, justement, si la fiction nous a marqué, si on s'est réapproprié cette fiction-là, tout d'un coup, les bombes du récit sont à la fois les bombes et à la fois cet homme rouge ensanglanté en colère. Ce qui fait que l'auteur a transformé la réalité des bombes par quelque chose d'un peu différent, même si la réalité des bombes reste telle quelle, ça reste des outils de métal explosifs qui tuent des gens. Du coup voilà, ça m'a fait plaisir de parler un peu de David B, c'est un auteur que j'adore, dont j'aimerais reparler à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, par contre je sais absolument pas si le bouquin est encore publié, s'il est encore trouvable. Moi je l'avais acheté d'occasion, donc... Du coup voilà, on peut passer à la prochaine vidéo.